Le grand remplacement par parachutage. La guerre du Liban a déversé des milliers de Libanais en Afrique, au Gabon, en Côte d'Ivoire, etc. Ils vivent comme des « rois », exonérés de tous les impôts financiers gabonais et impliqués dans toutes sortes de trafics criminels. Chadi Moukarim, le parachuté de Sylvia Bongo comme maire au 5e arrondissement de Libreville, est un « oligarque libanais », avec un complexe financier immense et exonéré de tous les impôts financiers gabonais comme tous les autres Libanais du Gabon. Pire encore, ils sont maintenant intégrés dans l'administration gabonaise, donc ils pilleront les fonds publics de l'État gabonais comme les Béninois l'ont fait avant eux, au lieu de payer les impôts au Gabon. Le racisme des Libanais à l'encontre des Africains noirs au Liban est ignoble. Une fois qu'ils sont au Gabon, ils continuent leur comportement raciste du Liban même au sein de leurs entreprises au Gabon. C'est le cas d'un ressortissant libanais du nom de Fadi Baker qui a giflé le 2e maire adjoint de la ville dans la province du Haut-Goué au 1er arrondissement de la commune de Franceville. Jules Ferry Ndounou Ngwandzila a été victime d'une agression de la part d'un commerçant soutenu par ses frères libanais. Tout serait parti d'une contestation de décision municipale autorisant l'installation de vendeuses devant son magasin, décision municipale renvoyée d'un revers de main par Fadi Baker qui s'y est opposé violemment, allant jusqu'à agresser l'édile en présence d'une foule nombreuse notamment composée de commerçantes. Selon certains témoins, cette altercation est intervenue suite à une prise d'image sans autorisation de l'officier d'état civil ayant pris place sur le trottoir en attente des forces de police et autres agents de travaux publics. La suite nous la connaissons, échange de coups, appel à la vengeance de la population, retranchement des Libanais et arrivée sur les lieux du procureur de la République et des forces de maintien de l'ordre. Cette agression sans précédent qui a eu lieu à la place Poteau de Franceville a mis les Franchevillois en colère le 24 février 2021. Ces Libanais n'ont aucun respect envers les autorités gabonaises, pire ils les méprisent car ils ont le pouvoir financier comme il le disait du temps du Libanais Hassan Ejei, qui entretenait des relations quasi familiales avec Omar Bongo, et faisait figure de poids lourd avec son groupe Sokofi, son omniprésente à la BGFI Bank, à un capitaine de l'armée gabonaise béret rouge. Je suis plus gabonais que toi car je peux te mettre en prison dans ton pays le Gabon jusque parce que j'ai de l'argent, donc le pouvoir financier qui me permet d'avoir aussi le pouvoir exécutif et par conséquence le pouvoir judiciaire. Au final, Fadi Baker a été reconnu coupable du délit de coups et blessures volontaires et de violence. Ses autres complices dans cette affaire ont également écopé de plusieurs peines. En effet, son frère Ahmed Baker, impliqué dans ces actes d'agression, jugé pour outrage envers un dépositaire de l'autorité publique, a été condamné à 6 mois de prison dont 1 mois ferme, suivi d'une amende de 5 millions de francs CFA. Au nombre des inculpés, figure également Angou Baker Hicham Ahmed, jugé coupable du délit d'emploi illégal de travailleurs étrangers. Il écope de 14 jours de prison et d'une amende de 600 000 francs CFA. Le boucher congolais Freddy Awoura, employé des frères Baker et impliqué dans les faits, a été jugé pour violence et voie de fait. 2 autres concernés en l'occurrence, Beker Mohamed et Beker Youssef, placés sous mandat de dépôt, ont été libérés sur ordre du juge. Les Libanais sont les descendants des Cananéens et certains, pas tous au risque d'être taxés de xénophobes, sont connus particulièrement dans les autres pays arabes comme des cruisers ou escrocs. Le Gabon, ou le cœur de la mafia afrique, est un pays béni pour cette catégorie d'escrocs et voleurs. Où est leur intégration ethnique, raciale dans la nation gabonaise ? Leur intégration au Gabon n'est que financière et non de sang comme avec les Français, Françaises. Nous avons eu des mariages avec les Français, Françaises, cela a donné des enfants métis franco-gabonais comme la présidente du Sénat gabonais, Lucie Milbou-Busson, épouse Mboussou, sénatrice de la commune de Fougamou, au titre du Parti démocratique gabonais, PDG. Elle était 6e vice-présidente du Sénat durant la 3e législature, 2009 à 2015. Jusqu'à quand allons-nous subir sans réagir ? L'histoire nous apprend que les Israélites ont chassé les Palestiniens et ont pris la terre des Palestiniens durant la guerre de 1948 à la suite de la naissance de l'État d'Israël. Environ 140 000 Palestiniens se sont réfugiés au Liban. Une grande majorité des réfugiés est logée dans des camps de l'ONU. Cette population, musulmane à 80%, s'installe au Liban et est l'objet de tensions. Ensuite, les Palestiniens ont chassé les Libanais et ont pris la terre des Libanais durant la guerre civile libanaise qui se déroule de 1975 à 1990 au Liban. Elle fait entre 130 000 et 250 000 victimes civiles et cause l'exode de presque 1 million de personnes. Puis les Libanais chassent maintenant les Gabonais et prennent la terre des Gabonais si les Gabonais ne les arrêtent pas, c'est urgent. Les Libanais,
les Libyens, les Tunisiens, les Arabes chassent les Gabonais, les Maliens, les Burkinabés, les Africains, etc. et prennent la terre des Africains. Ça explique le terrorisme au Sahel et le parachutage des Libanais, des Béninois, des Sénégalais par Sylvia Bongo dans l'administration gabonaise, d'où le « grand remplacement des Gabonais ». Et pour terminer avec Ali Bongo, nous avons vu l'intégration et l'émergence des expatriés dans les postes de sûreté nationale au sein de l'État gabonais réservés uniquement aux Gabonais de sang, soit de père gabonais ou de mère gabonaise. Il y a 20 ans, le concept de grand remplacement aurait été catalogué xénophobe par tout le monde. Aujourd'hui, le fait est qu'il ne l'est pas. Ils sont de plus en plus nombreux à parler du grand remplacement. Le grand remplacement, c'est une idée qu'en fait une représentation raciale et raciste du monde qui ne repose pas sur des faits scientifiques objectifs, mais qu'on va retrouver partout, repris par des hommes politiques, repris dans des médias. Le grand remplacement. Le grand remplacement. Le grand remplacement. Le remplacement. Être remplacé, ça fait peur, ça veut dire que vous disparaissez. Ça peut éveiller des désirs de passer à la violence chez des individus qui, naturellement, y sont prédisposés. L'idée du grand remplacement, c'est pas une idée neuve. En gros, on pourrait presque la faire remonter au 19e siècle. Au moment où l'Occident a la maîtrise du monde. Pour faire simple, 80% des terres émergées et connues sont occupées par des grands empires. Et à ce moment-là, il y a cette idée qu'il y a des races différentes sur Terre et qu'il y aurait une hiérarchie entre ces races et que justement le mélange des races serait quelque chose de dangereux. Il y a déjà cette peur au 19e qui s'est inscrite du danger du métissage. Du danger, en fin de compte, de perdre son âme et son identité. En 1948, le Liban est vite pris dans l'engrenage du conflit israélo-arabe. Avec la création de l'État d'Israël, plus de 400 000 Palestiniens trouvent successivement refuge au Liban, qui ne compte que 3 millions d'habitants. Cette arrivée crée un déséquilibre démographique et une instabilité politique. En 1949, la signature de l'armistice entre Israël et le Liban épargnera à ce dernier 3 guerres régionales désastreuses. Les pays arabes, soucieux d'écarter la menace palestinienne de leur territoire afin de préserver leur propre régime, s'efforcent de chasser la résistance palestinienne vers le Liban, et ce pour lui assainir le coup final. 1er septembre 1970. Après un attentat contre Saïn, le Front démocratique agit dans la capitale jordanienne selon le mot d'ordre « Tout le pouvoir au commando » et fait exploser 3 avions civils occidentaux en septembre 1970. La guerre civile contre Saïn s'intensifie. 16 septembre. Le roi Hussein donne l'ordre à son armée de réprimer par tous les moyens tout ce qui peut porter atteinte à sa souveraineté. Les chars et l'artillerie lourde infligent rapidement une défaite aux milices de l'OLP. Parallèlement à ces événements, la pression économique arabe et les menaces militaires syriennes font signer par le Liban les accords du Caire. Ces accords légalisent la présence armée palestinienne au Liban et l'autorisent à utiliser le Sud pour conduire ses opérations militaires contre Israël. À partir des années 70, Beyrouth devient le QG de l'OLP. La Syrie arme les factions palestiniennes sur place et crée plusieurs mouvements qui lui sont inféodés, tels que la milice armée Al-Saïka. Ce sont ces milices pro-syriennes qui, en 1975, vont déclencher les hostilités qui vont fournir le prétexte à l'intervention syrienne. En 2013, nous avions réalisé un reportage avec nos observateurs sur le racisme que subissent les domestiques étrangères au Liban. 5 ans après, la situation ne semble pas avoir beaucoup changé. Regardez ces images. Cette scène a eu lieu le 17 juin dernier à Beyrouth. L'homme est un militaire libanais qui attrape par les cheveux 2 femmes noires et leur assène plusieurs coups à la figure. L'ONG libanaise Mouvement antiraciste a enquêté sur ces violences. Selon la version de la police, cet homme a heurté les 2 femmes alors qu'il conduisait sa voiture. Les 2 femmes étaient indignées. Elles lui ont crié dessus, mais il ne l'a pas supporté. L'homme est descendu de sa voiture et a commencé à frapper les femmes avec 2 autres personnes venues lui prêter main forte. Les 2 femmes sont sans papier. Comme elles n'ont pas de sponsor, elles ne peuvent obtenir de titre de séjour.
Et malheureusement, elle risque désormais l'expulsion. Le Liban accueille près de 250 000 travailleuses venues notamment d'Éthiopie, du Sri Lanka et du Bangladesh. Ces employées sont soumises au système de sponsor, la kefala en arabe. Les kafiles sont chargés de rédiger leurs contrats et de s'occuper de leur logement. Sans eux, elles ne peuvent pas travailler dans le pays. Il y a énormément de cas similaires. Il y a quelques semaines, une domestique éthiopienne qui se plaignait de maltraitance s'est jetée du 2e étage d'un immeuble pour échapper à son sponsor et elle s'est cassé les 2 jambes. Il y a eu une enquête, puis une 2e enquête, mais les 2 enquêtes ont conclu que la domestique a fait une chute accidentelle alors qu'elle était en train d'étendre le linge sur le balcon. Quand une domestique vit ainsi enfermée en permanence, c'est très difficile pour elle de demander de l'aide. Cette vidéo a provoqué un scandale au Liban. Une jeune Éthiopienne se fait agresser par ses recruteurs qui cherchent à la faire expulser du pays. 3 semaines plus tard, Alem Deshassa Dessissa est retrouvé pendu avec un drap dans un hôpital psychiatrique. Au Liban depuis seulement 3 mois, Alem n'avait qu'une idée en tête, envoyer de l'argent à ses enfants restés en Éthiopie. Elle était choquée. À la fin de son 1er mois, elle avait travaillé et elle attendait qu'on la paye pour envoyer de l'argent à ses enfants. Elle disait, dès que je me réveille, je pleure beaucoup parce qu'ils m'attendent et que je ne peux rien faire pour eux. Les femmes de ce refuge ont elles aussi été confrontées à des recruteurs violents ou aux abus de leurs patrons. Elles ont souvent un procès en cours et préfèrent garder l'anonymat. Une autre Éthiopienne affirme qu'elle travaillait de 5 heures du matin jusqu'à minuit passé avec un seul repas par jour. Son recruteur ne lui a été d'aucun secours. Je lui ai demandé de changer d'employeur, mais il a refusé. Au lieu de ça, il m'a battu et m'a donné des coups de pied. Les domestiques se font souvent confisquer leur passeport à l'aéroport avant même de rencontrer leurs employeurs. Ils les récupèrent rarement avant la fin de leur contrat des années plus tard. Quand cette femme s'est rendue compte qu'elle était enceinte, elle a voulu rentrer chez elle. Mais son employeuse refuse, l'accuse de vol malgré des années de service. Elle a dû s'enfuir. Elle n'en démordait pas. J'avais volé son iPad et je devais la rembourser. Bien sûr, je n'avais pas l'argent pour ça. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi. Je voulais juste récupérer mon passeport. Joël met en cause le système de parrainage appelé Kefala. Les domestiques sont sous la responsabilité exclusive de leurs employeurs et ne sont pas protégés par le Code du travail libanais. Avec ce système de garant, les employeurs pensent « je suis responsable de cette personne, donc je la possède ». Les domestiques ne peuvent pas aller et venir à leur guise. Ils sont cloîtrés au domicile de leurs employeurs et sont à leurs ordres. Si le cas d'Alem a ému l'opinion, cette manifestation organisée peu après sa mort n'a pas attiré les foules. Au Liban, la condition des travailleuses migrantes reste une question marginale. L'affaire a une nouvelle fois montré l'incapacité du pays à protéger l'armée silencieuse des domestiques.
Nous avons beaucoup d'agents, nous devons aussi savoir les gérer. Maintenant, la différence se pose sur les charges. Dans une entreprise, chaque fin du mois, nous avons des charges. Nous devons les assurer, nous devons assurer les salaires, les loyers et compagnie. Et nous devons être obligatoirement performants. Dans une mairie, actuellement, en attendant la décentralisation, les salaires et les charges sont payés par l'hôtel de ville ou par l'État central, qui est la tutelle. Donc nous n'avons pas cette obligation encore de résultat pour compenser. Je vous donne un exemple simple. La masse salariale. Dans le BTP, il a été à la tête de Bacoref, une entreprise qui exerce dans le domaine. Il est l'un des jeunes politiciens qui brisent les côtes dans notre pays. Il s'agit de Chadim Karim, l'actuel maire du 5e arrondissement. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui ici. Je vais bien, j'espère que vous également. Merci, le plaisir est pour moi. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de Média 241. On espère que cet entretien permettra à nos internautes d'être plus amplement édifiés sur la mairie du 5e arrondissement et sur la personne à la tête de cette mairie, bien sûr. Alors monsieur le maire, d'emblée, vous êtes connu pour avoir été dans le domaine du BTP. Existe-t-il des similitudes aujourd'hui entre la gestion d'une mairie et la gestion d'une entreprise? Alors, il y a une grande similitude entre la gestion d'une mairie et celle d'une entreprise de BTP particulièrement, car le principal est dans la gestion des hommes. Donc dans le BTP, nous avons affaire à beaucoup d'ouvriers, il faut souvent savoir les gérer. Dans une mairie, nous avons beaucoup d'agents, nous devons aussi savoir les gérer. Maintenant, la différence se pose sur les charges. Dans une entreprise, chaque fin du mois, nous avons des charges. Nous devons les assurer, nous devons assurer les salaires, les loyers et compagnie. Et nous devons être obligatoirement performants. Dans une mairie, actuellement, en attendant la décentralisation, les salaires et les charges sont payés par l'hôtel de ville ou par l'État central, qui est la tutelle. Donc nous n'avons pas cette obligation encore de résultat pour compenser. Je vous donne un exemple simple. La masse salariale du personnel de l'environnement à l'hôtel de ville s'élève à 1 milliard annuel. Les taxes annuelles récoltées par l'hôtel de ville s'élèvent à une centaine de millions. Nous voyons déjà qu'il y a un problème de performance. Donc dans une entreprise, nous aurions depuis longtemps pris la décision soit de réduire la masse salariale, soit d'être plus performant dans les recettes. Donc il y a d'énormes similitudes. Une mairie doit être performante, une mairie doit gagner de l'argent, une mairie doit créer de l'emploi. Une mairie peut avoir des filiales comme entreprise à gérer dans ses recettes. Donc je pense qu'avec la décentralisation, une mairie sera l'équivalent d'une entreprise, mais en beaucoup plus performant. D'accord, monsieur le maire. Alors, lorsqu'on est entrepreneur, surtout dans le secteur du BTP, comme vous, on gagne assez bien sa vie. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir maire alors que vous gagnez déjà assez bien votre vie? Alors, lorsqu'on est entrepreneur dans le BTP, évidemment, nous gagnons bien notre vie car les chantiers peuvent avoir des montants assez intéressants qui nous permettent de subvenir à nos besoins. Cependant, lorsqu'on crée une entreprise, tout ce que nous gagnons, nous le réinvestissons. C'est une construction, c'est un projet de longue haleine. Aujourd'hui, notre société a plus de 15 ans d'existence, donc elle a atteint une stabilité et désormais, oui, nous gagnons bien notre vie. Mais lorsque vous gagnez bien votre vie et que vous passez dans une jolie voiture, dans des quartiers qui, lorsque j'étais petit, je pouvais y faire du vélo, aujourd'hui, ces routes sont complètement enclavées, abandonnées, ça nous fait mal. Nous devons prendre nos responsabilités. La politique, soit nous la vivons, soit nous la subissons. À nous de la vivre et de la faire. Donc j'ai voulu devenir maire pour honnêtement développer le 5e arrondissement. Lorsque vous devenez maire, vous découvrez certaines réalités sur lesquelles nous reviendrons. Mais mon ambition et ma volonté de répondre présent aux instructions données par le chef de l'État demeurent toujours aussi fort. D'accord, monsieur le maire. Alors, la mairie est l'administration la plus proche des populations. Cependant, les usagers se plaignent encore de certaines lenteurs au niveau administratif. Est-ce que c'est le cas également à la mairie du 5e arrondissement? Alors, à la mairie du 5e arrondissement, comme vous le dites, nous sommes l'administration la plus proche des populations, car chaque matin, un citoyen peut se lever et s'approcher de la mairie, chercher à rencontrer son maire pour lui exposer ses problèmes. Donc, à ce niveau-là, nous sommes présents. Sur le côté de la lenteur administrative, nous avons trouvé une certaine manière de fonctionner en arrivant à la mairie du 5e. Nous avons trouvé plus de 1000 actes de naissance non transcrits, non signés. Ça nous a fait un baptême de feu. Nous avons mis à jour tous ces actes de naissance en collaboration avec le tribunal et les maires sortants qui ont mis toute leur bonne volonté pour mettre à jour ce dossier. Et aujourd'hui, tous les actes de naissance ont été délivrés.
Désormais, à la mairie du 5e arrondissement, vous avez votre acte de naissance en 15 jours maximum. Et je pense que nous sommes une mairie parmi les plus performantes sur le territoire. D'accord. Alors, monsieur le maire, entre autres problèmes que rencontrent les mairies d'arrondissement, c'est le problème lié au timbre, à la disponibilité des timbres aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour de certaines mairies et on s'est bien rendu compte qu'aujourd'hui, les timbres ne sont pas disponibles. Les timbres sont par ailleurs utiles pour la légalisation de pièces d'identité et de tout autre acte. Alors que la digitalisation est une volonté des plus hautes autorités gabonaises, les mairies ne devraient-elles pas vulgariser le timbre numérique aujourd'hui? Alors oui, nous avons eu plusieurs ruptures de timbres. Cela est dû au fait que les timbres sont imprimés à l'étranger. Donc il y a toujours une certaine procédure pour les faire venir, car un timbre est une valeur, ce n'est pas juste un bout de papier, c'est une pièce qui vaut de l'argent. Donc je pense que nous avons les capacités au Gabon aujourd'hui d'imprimer nos timbres sur place et de trouver des solutions beaucoup plus faciles pour éviter les ruptures de timbres. S'agissant de la numérisation ou de la digitalisation, le chef de l'État dans son discours à la nation nous a instruit d'aller vers la numérisation afin que les Gabonais puissent obtenir leurs documents, que ce soit acte de naissance, acte de décès ou de mariage, directement depuis leur ordinateur à travers Internet. Vu que la 4G est déjà déployée sur l'ensemble du territoire, je pense que le plus dur c'était la connexion. La phase numérisation passe aussi par l'adoption de textes à l'Assemblée nationale, car la photocopie des données à caractère personnel est interdite. Donc il y a certaines réformes à faire aussi. Et je pense que très bientôt nous aurons atteint cet objectif. D'accord, monsieur le maire. Alors, vous avez la chance d'avoir au sein de votre arrondissement la zone industrielle de Lomé. La mairie du 5e arrondissement est-elle riche grâce à la zone industrielle? Alors, en attendant la décentralisation, aucune mairie d'arrondissement n'est riche aujourd'hui car toutes nos recettes sont récoltées par l'hôtel de ville. Et la mairie du 5e arrondissement contribue à la plus grande partie sur les recettes de l'hôtel de ville. Nous avons la zone industrielle, nous avons le port d'Antares, nous avons le chemin de fer qui longe la partie jusqu'à Mélène. Donc nous avons plusieurs ressources. Nous avons un arrondissement qui fait 30 km², qui est le plus peuplé l'arrondissement le plus peuplé du Gabon. Donc je pense bien que nous sommes un arrondissement très riche. Comme dans tous les arrondissements, il y a des associations qui sont basées dans votre arrondissement. Comment vous organisez le travail avec ces associations? Alors les associations comptent beaucoup sur la mairie pour les aider à faire leur journée citoyenne ou à faire des actions pour améliorer les conditions de vie des populations. Malheureusement, comme je vous le disais, nous n'avons pas de budget, nous ne sommes pas encore décentralisés. Mais ensemble, avec les associations, nous arrivons à faire des petites actions régulièrement. Toute bonne volonté qui vient vers la mairie du 5e en disant qu'elle a déjà apporté sa contribution pour une action, la mairie du 5e arrondissement apportera aussi sa contribution en face afin de matérialiser un acte. D'accord. À la tête de la mairie du 5e arrondissement, tout n'a pas toujours été rose. Vous avez fortement été critiqué pour avoir fait interdire les démarcheurs au sein de Petit Dubaï. Qu'en est-il aujourd'hui de cette mesure? Alors aujourd'hui, cette mesure n'a pas beaucoup avancé. Encore une fois, cela fait plusieurs fois que nous discutons avec les opérateurs économiques, avec les démarcheurs. C'est un réel problème. Quelle est la pertinence d'ailleurs Car le démarchage est interdit. Un usager ou un client, lorsqu'il arrive à la zone industrielle, il devra avoir la liberté et le choix de faire du lèche-vitrine, de comparer les prix. Mais avec cette affaire de démarcheur, dès que vous descendez du véhicule, vous êtes pris par un démarcheur qui vous accompagne et qui va négocier le prix à votre place. Si vous êtes bon négociateur, vous auriez négocié mieux que lui. Mais les commerçants y trouvent leur compte, les démarcheurs y trouvent leur compte. Les populations en majorité ne s'en plaignent pas. Pour l'instant, la situation n'évolue pas, surtout avec le corona et la hausse du chômage. Nous ne souhaitons pas vraiment empêcher ces gens de travailler sans leur proposer une solution réelle en face. Donc c'est pourquoi la situation traîne un peu. Vous voilà à la tête de la mairie depuis un bon bout de temps déjà. Pouvez-vous faire un bilan à mi-parcours de vos actions à la tête de la mairie du 5e arrondissement? Alors oui, on est à 1 an et demi de notre mandat. Il nous reste 3 ans et demi. Donc cette première année nous a permis vraiment de nous imprégner. Parce que lorsque vous arrivez du secteur privé dans une administration,
C'est deux mondes différents. Ce n'est pas du tout la même gestion, ce n'est pas les mêmes objectifs. Donc la première année a permis vraiment de s'imprégner. Le fait que nous manquions de moyens nous a obligés à rentrer au cœur de notre administration, au 5e arrondissement, au cœur de notre état civil et de mettre fin à la corruption. Aujourd'hui, à la mairie du 5e arrondissement, je défie quiconque d'obtenir un faux document. Donc c'est une première étape. Sur le domaine technique et d'amélioration des conditions de vie de nos populations, le 5e arrondissement est très vaste. En 1 an et demi, nous avons pu le parcourir de long en large, nous connaissons les problèmes de long en large. Et le jour où les moyens seront à notre disposition, nous serons prêts. Car au début de mon mandat, j'avais un plan d'action. Aujourd'hui, le plan d'action est totalement différent. Car les réalités nous ont rattrapés et nous devons faire face. Donc le bilan sera fait peut-être au bout de 2 ans et demi. Je pense que 2020 va se clôturer très bientôt et 2021 sera une année de travail et de réalisation. Comme on dit, le terrain commande la manœuvre. Le terrain commande la manœuvre. D'accord. Alors, nous sommes en train de nous acheminer peu à peu vers la fin de cet entretien. Avez-vous un mot que vous voulez adresser à l'endroit de vos administrés, à l'endroit des populations du 5e arrondissement et à l'endroit également des personnes qui nous suivent? Alors, déjà, je remercie Média 241 pour cette interview. De l'autre côté, nos populations du 5e arrondissement ont énormément d'attentes. Leurs attentes se situent principalement dans les problèmes d'inondation, de routes enclavées, d'insécurité, de manque d'éclairage, de manque d'adduction d'eau et d'électricité. Mais tous ces problèmes sont en train de trouver des solutions par des vastes programmes d'adduction d'eau dans Libreville et de réseau routier. Comme vous pouvez le voir au 5e arrondissement, énormément de nouveaux artères ont été goudronnés, des nouvelles routes sont créées. Les entreprises sont en train de travailler depuis que nous sommes là. Et nous demandons aux populations de continuer à nous faire confiance. Et le 5e arrondissement sera transformé à la fin de notre mandat, car le chef de l'État l'a dit, il ne sera heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Et cela est notre sacerdoce. Comme je vous l'ai dit, c'était avec moi sur le plateau, le maire du 5e arrondissement. Il a bien voulu répondre à quelques questions que nous nous posions, que vous vous posiez également. Merci monsieur le maire d'avoir répondu à cette invitation. Merci à vous, chers internautes. Restez connectés tout au long de cette émission. On se dit à la prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous. Regardez, allez, mettez-vous là-bas. Mettez-vous. Montez, faites comme ça. J'avoue. Placés sous mandat de dépôt le 24 février dernier, les agresseurs du deuxième adjoint au maire de la commune de Franceville, Jules Ferindounou Ngwandjila, ont été entendus hier par le tribunal correctionnel de Franceville. Après l'appel des parties et lecture des actes de saisine par le premier vice-président du tribunal, Stéphanie Kabongo épouse Ndouji, le représentant du ministère public statuant publiquement a déclaré: le propriétaire du magasin HB1, Fadi Hicham Angoué Becker, coupable de complicité de rébellion employant des travailleurs sans papier. Il écope de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 600 000 francs CFA d'amende. Ses collaborateurs, notamment Baker Youssef, 6 mois de prison, dont 3 avec sursis et 1 million d'amende pour non-assistance en personne en danger. Baker Mohamed, coupable de délit de coup volontaire sur le maire, 12 mois de prison, dont 6 avec sursis, assorti de 5 millions de francs CFA d'amende. Le boucher Freddy Aoura, de nationalité congolaise, le parquet a requis 6 mois de prison, dont 3 avec sursis, et 1 million de francs CFA d'amende pour défaut de carte de séjour. Quant à Becker Ahmed, qui a seulement 1 mois au Gabon, il a été relaxé, mis en délibéré le 10 mars 2021 pour le verdict final.
Baker Hichem et ses 5 collaborateurs ont été reconduits à la prison centrale de Yéné sous bonne escorte.